le bus, le scooter, la voiture. Je n'ai pas mis le vélo, j'aurais pu, mais le vélo, c'est zéro. Donc, c'est intéressant de voir que ces émissions de gaz à effet de serre sur le secteur du transport, eh bien, vous voyez qu'elles sont très différentes en fonction des modalités de transport que l'on utilise. Alors, on pourrait rajouter le bateau, l'avion, je vais vous en parler aussi. Et c'est important de l'avoir en tête parce que, j'ai envie de dire, tout le monde le sait, mais dans une politique globale, dans une organisation, il est important d'avoir des indicateurs précis sur ces sujets-là. Autre élément très important, c'est sur le nombre de voitures, de véhicules dans le monde. C'est quand même intéressant de voir qu'en 2005, il y avait 890 millions de véhicules. On est passé quasiment à 1 milliard. Ce nombre a été multiplié plus rapidement que la population. Et les Nations Unies évaluent ce chiffre en 2050 à 3 milliards de véhicules. Donc imaginez bien, alors que l'on parle d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre par 4, l'objectif est de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. En même moment, on a un volume de véhicules qui passe à 3 milliards. Donc évidemment, on est sur un sujet de société qu'il va falloir prendre en considération dans l'ensemble de nos organisations. Alors en Europe, qu'est-ce que ça donne pour en avoir une idée, hein, c'est intéressant. On ne va pas prendre le temps ce matin de rentrer dans tous les détails, mais il est intéressant de voir qu'en Europe, eh bien, voilà, on est à 44% d'émissions de CO2 générées par les voitures. Après, par tout ce qui est transport de marchandises, transport de passagers au niveau de l'aviation et tout ce qui est navigation intérieure et extérieure avec les bateaux. On voit bien l'importance du secteur des véhicules dans ces émissions de gaz à effet de serre. Petit rappel, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, donc je me permets de vous rappeler ça avec ce petit dessin. Qu'est-ce que c'est que le principe du changement climatique? En fait, comme vous le voyez, les gaz à effet de serre qui sont présents autour de la planète et qui augmentent depuis un siècle face à l'industrialisation massive de notre monde, cette couche s'épaissit. Mais cette couche est nécessaire à la vie. C'est-à-dire que sans gaz à effet de serre, il ferait moins 18 degrés sur la planète. Donc, les gaz à effet de serre sont utiles. Mais le problème, c'est qu'il faut un juste équilibre et qu'on a cassé cet équilibre puisqu'on est en train d'augmenter de manière assez colossale cette couche-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les rayons du soleil, les infrarouges qui repartaient par effet réverbération vers l'atmosphère, eh bien, ne repartent pas. Restent dans cette zone-là, ce qui provoque ce réchauffement planétaire, qui est déjà de 0,7 degrés dans le siècle qui vient de passer. Et les lois sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, ou les grands plans comme la COP 21, la COP 26 récemment, eh bien, nous proposent de ne pas augmenter de plus de 2 degrés la température de la planète, sinon le schéma serait un peu chaotique. Une approche intéressante, moi, qui me passionne depuis des années, et là, dans la mesure où on est dans le cadre d'une centrale d'achat, qu'on est dans le cadre d'établissements de santé ou de prestataires qui produisent ou qui achètent des produits, il est très important tous d'avoir la notion de l'approche en cycle de vie d'un produit ou d'un service. Pour moi, c'est la clé dans les années à venir. Alors, c'est compliqué, mais on disait, par exemple, il y a 20 ans que la certification des établissements de santé, c'est compliqué. On disait que les bilans carbone, c'était compliqué. Et aujourd'hui, c'est en routine. L'analyse du cycle de vie d'un produit, ça permet de savoir tout ce qui est consommé sur le cycle de vie d'un produit, sur l'extraction des matières premières, production et fabrication du produit, sur les transports des matières ou du produit, éventuellement sur tout ce qui est chantier et construction, sur la vie des bâtiments lorsqu'on construit des bâtiments, et sans oublier la fin de vie de ce produit, parce que la fin de vie du produit est très impactante, avec soit de la mise en décharge, soit de la valorisation ou de recyclage. Ce principe que vous voyez là, il s'applique à n'importe quel produit ou service. Que l'on fabrique des masques chirurgicaux, de la pâte à crêpes ou du conseil comme nous-mêmes, eh bien, on a tous une action sur ce cycle-là. La logique demain, ce que je vais vous dire là est super théorique parce que les outils ne sont pas prêts. Mais la logique demain, c'est quand on prend un choix, un critère de choix pour choisir un produit ou une prestation, eh bien, c'est d'avoir des indicateurs pour cela. La méthode ACV, analyse du cycle de vie, existe. Le problème, c'est que c'est lourd et que c'est coûteux. Nous, on vient de créer un outil qui s'appelle l'outil de mesure de l'éco-conception des soins. Donc, on l'a mis en phase pilote dans une dizaine d'établissements où on est capable de faire l'analyse du cycle de vie d'un soin. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que sur l'acte de la cataracte, par exemple, on peut réduire de 90% les déchets, de 30% l'énergie et autant le temps direct et indirect associé à cela, ce qui veut dire que ça génère des économies importantes en termes de santé publique, que ça génère une réduction forte des impacts environnementaux et aussi des impacts sur la santé humaine, parce que chacune de ces phases-là génère des pollutions qui peuvent être dangereuses pour la santé humaine.
Donc, je ne fais pas plus long aujourd'hui sur l'analyse du cycle de vie. On pourrait faire un jour un ACOD spécifique là-dessus, parce qu'à mon sens, ça fait partie en termes de politique d'achat responsable des clés dans la décennie qui arrive. Je voudrais vous montrer ce chiffre, si j'arrive à me connecter. J'aime bien cela. Voilà, j'aime bien ces indicateurs d'émissions de CO2. Je voudrais vous parler de l'aviation civile une seconde, parce que l'aviation civile, on en parle beaucoup comme étant un des gros pollueurs de la planète. Eh bien, je vais vous choquer certainement en vous disant qu'en fait, ce n'est pas vrai. En fait, ce n'est pas vrai, parce que l'aviation civile n'émet que 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si vous prenez, je sais que je vais vous faire sourire, une comparaison, eh bien, les réseaux sociaux, Internet et Netflix sont plus polluants que les déplacements de l'aviation civile. Donc, on ne le sait pas, mais je pense que c'est important de se le dire parce que ce n'est pas forcément implicite. Et puis, quand on prend les réseaux sociaux, Internet, etc., c'est là que je vais vous faire sourire, eh bien, 30% des émissions de gaz à effet de serre sont générées par des sites pornographiques. Donc, on est quand même dans un monde qui est sans mesure des impacts de ce que ce monde génère. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelle est la réglementation précisément? Qu'est-ce qu'on a devant nous? À retenir, on a la COP 21, c'est-à-dire l'accord de Paris qui nous dit quoi? Qui reprend intégralement les enjeux de la loi Grenelle de 2009 et de 2012. En clair, on nous dit, pardon, je vous le dirai à la fin, comme la loi sur la transition énergétique qui est issue du Grenelle, on nous dit l'objectif, c'est le facteur 4, c'est-à-dire réduction par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Avec un premier palier en 2020 d'une réduction de 20%, réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre entre 2009 et 2020. C'était obligatoire pour toutes les organisations. Je pense que pas plus de 10% des organisations françaises ont atteint ces objectifs. Donc, par chance, aujourd'hui, la CAP a atteint ces objectifs et la société DTSU qui intervient tout à l'heure les a atteints et même dépassés. Mais maintenant, l'objectif que j'ai envie de mettre en lumière, c'est celui de 2030, c'est-à-dire celui de demain qui, pour nous, en termes de salariés, citoyens ou responsables d'organisation, eh bien, c'est ce qu'on doit atteindre. C'est une réduction de 40% d'ici 2030. Alors, attention, ce chiffre, soit on a commencé à partir de 2009, comme la CAP et DTSU, et on a déjà atteint 20%, auquel cas, l'effort n'est que de 20%. Mais si on n'a pas commencé, comme quand même la grande majorité des organisations françaises, eh bien, il faut se dire qu'il va falloir de réduire de 4% par an pendant la décennie qui arrive, nos émissions de gaz à effet de serre, donc nos consommations d'énergie fossile. Ce qui veut bien dire que l'aspect transport, vous avez vu, qui est très prégnant dans cette dynamique des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, fait partie des priorités absolues pour les mois et années à venir. Alors, réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les transports, il y a plein de solutions, il y a plein de formules. On en a parlé il y a 15 jours, c'est le plan de déplacement entreprise qui permet de faire des efforts. Mais je voudrais vous mettre en lumière aujourd'hui une expérience incroyable. Parce que cette expérience, elle est née il y a à peu près 10 ans sur Aix-en-Provence. L'idée a été évoquée avec des ambulanciers et 2 cliniques privées sur Aix, notamment la clinique du Parc Rambaud. L'idée avait été de dire, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser les ambulances pour faire en sorte que, eh bien, comme le covoiturage des citoyens que nous sommes, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une formule où les patients puissent bénéficier d'une ambulance où on puisse être à plusieurs? Au début, quand on a dit ça, moi, la première réunion à laquelle j'ai assisté, j'ai failli me faire taper dessus, je vous le dis clairement, par les syndicats d'ambulanciers qui étaient là. Parce que pour eux, c'était impossible de mettre en place une organisation pareille avec une crainte de perte de chiffre d'affaires et qui est tout à fait légitime, je le comprends tout à fait. Et puis, ça s'est mis en place, les résultats ont été mis en œuvre. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une responsable d'un établissement parisien, à Sarcelles, qui m'a dit, et pourquoi pas. Elle a contacté son ambulancier principal, qui était donc DTSU, et monsieur Pourret, préparez-vous, je vais vous passer la main. Et l'idée a été, je crois qu'on a commencé, je ne sais plus, en 2011, vous allez nous le redire, eh bien, d'inventer un système de transport partagé que je vais vous laisser dévoiler. Si je vous donne un peu la conclusion, ça permet quoi? Ça permet, vous allez le voir, de réduire massivement les dépenses de santé, d'optimiser l'organisation des ambulanciers, il va vous le dire lui-même, de réduire les consommations d'énergie et de réduire les émissions de CO2. Un chantier comme celui-ci, à mon sens, devrait être un chantier qui devrait être dupliqué France entière, parce que si on atteint les résultats que DTSU a atteints, eh bien on atteint les objectifs quasiment de 2030.
Donc, Monsieur Pourret, merci de nous avoir rejoints. Je vous propose de vous passer la main. Donc, je vous passe les slides, je les ai mis dans le bon ordre. Et je vous propose de nous présenter d'une part la société, d'autre part la méthode. Et quand vous voulez que je passe de slides, faites-moi, dites-le moi. Et puis si je vois que vous ne me le dites pas, je le ferai. Voilà. Ok, très bien. Bruno, c'est à vous. Ok, donc voilà, j'ai donc connu Monsieur Thomas donc en 2011. On a pu discuter ensemble et j'ai donc décidé après de me lancer dans les normes. Donc en 2011, on a eu donc notre ISO 9001 sur la qualité des prestations. Ensuite, on a enchaîné en 2013 avec l'OSAS, qui est comment dirais-je, qui est une norme sur l'hygiène, la santé et la sécurité du personnel, qui est très importante dans notre profession. Et en 2014, on a fini avec la norme 14001, ISO 14001 sur l'environnement, qui me semble assez importante aussi, puisque nous travaillons surtout en VSL avec des véhicules électriques, donc pour éviter les rejets de CO2. Nous sommes en 2020 entrés dans le processus de labellisation THQS SE, et nous attendons la sortie un petit peu comment dirais-je, nous attendions la sortie du confinement pour demander notre audit à la Socotec. Voilà. Donc, notre but un petit peu, c'est de pouvoir avoir une activité sans mettre en cause un petit peu la planète, quoi. Le but, c'est un petit peu ça. Donc, depuis 2011, on a créé donc le transport partagé au niveau du VSL, hein, parce que, bien entendu, en ambulance, on n'a pas le droit, c'est complètement interdit. Mais par contre, en VSL, c'est autorisé. Donc, ça a plusieurs avantages. C'est qu'on fait faire des économies à la sécurité sociale, puisque lorsqu'il y a deux patients ensemble, on a une réduction de la facture de 25%. Et lorsqu'il y a trois patients ensemble, je crois qu'on arrive à 33 ou 35% de réduction. Sur ces 5 dernières années, l'activité à l'hôpital privé nord parisien à Sarcelles, uniquement celle-là, a fait faire une économie de 200 000 € à la sécurité sociale avec le transport partagé. Alors, le transport partagé, il faut vraiment que ce soit… c'est une affaire comment dirais-je, une organisation tripartite. Il faut que la direction soit partante, hein, du centre hospitalier ou de la clinique. Il faut que l'équipe soignante soit également partante. Et après, il faut que nos ambulanciers puissent, surtout dans les débuts, expliquer aux patients l'utilité du transport partagé. Et progressivement, on a donc réussi, en dehors des économies au niveau des rejets de CO2, on a réussi à créer du lien, c'est ce qui importe presque le plus, à créer du lien avec les patients. On œuvre, nous, dans le 95, dans le 93 et dans Paris. Et il y a beaucoup de solitude. Les personnes âgées et malades sont très seules chez elles. Et lorsqu'elles peuvent être avec une personne et parler de leur maladie dans le véhicule ou d'autres choses, et c'est un moment positif. Ça leur permet, pendant le temps du trajet, 20 à 30 minutes, d'oublier souvent la maladie. Voilà. Un petit focus sur les kilométrages, justement, pour l'établissement. Là, je vous les ai mis à l'écran. Oui, alors le kilométrage, le fait de faire du transport partagé nous a fait descendre énormément nos kilomètres parcourus en charge, puisque on augmente de plus en plus le transport à deux patients. Et là, je regardais les dernières statistiques, on arrive à 23% de transport avec trois patients dans les véhicules. Petite précision par rapport à ces chiffres, hein, que l'on pourrait se poser, puisque c'est moi qui accompagne cet établissement sur leur stratégie RSE. Leur activité augmente, hein, bien évidemment, depuis des années. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un établissement dont l'activité diminue, on est justement face à une activité Oui. qui augmente considérablement. Alors, sur les moteurs des ambulances, la technologie nous aide aussi également, hein, puisque en 2011, on était à 232 grammes de rejet de CO2 par kilomètre, et on arrive en 2020 à 178 grammes.
Alors, il y a également des mesures qui sont prises, hein, parce qu'on interdit aux chauffeurs de laisser les véhicules tourner à l'arrêt. On a des véhicules qui sont équipés de stop and start. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. On a aussi la possibilité, avec un logiciel, de voir les fortes accélérations, tout ce qui en définitive, peut créer beaucoup d'émissions de CO2. Voilà. Donc, tous les 3 mois, avec notre personnel, on fait des réunions là-dessus, et ce qui nous permet de prendre les équipages qui sont un petit peu violents avec les accélérations, les freinages et autres. Au niveau des VSL, c'est la même chose, hein. On était en 2011 à 107 grammes et on est descendu à 82 grammes aujourd'hui. On est au-delà donc de ce que préconise la COP 21, hein, puisqu'on arrive doucement à nos 25% de rejet en moins. Donc, le transport simultané en 2011 était de 8,90%. Et je me souviens, cette première année-là, donc nous n'avions pas de transport avec 3 patients en même temps. Et progressivement, donc on arrive à 61,50% maintenant comment dirais-je, de la clientèle qui est transportée simultanément. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a dépassé les 20% avec 3 patients à l'intérieur. Alors ça, il y a le côté je crée du lien social avec les patients. Il y a la diminution des rejets. Inévitablement, il y a moins de véhicules sur la route, puisqu'on a pu mettre au parking 5 véhicules. Et on a aussi moins de masse salariale, et ça permet aussi à nos employés, du fait qu'on transporte les gens simultanément, de pouvoir avoir plus de temps aussi pour eux, notamment sur les pauses légales et les pauses repas. Ça, c'est super important aussi. Alors, les économies donc réalisées à la sécurité sociale, juste avec l'activité donc de l'HPNP, on arrive aux 200 000 € en 5 ans. Et juste à titre indicatif, on est arrivé à quasiment 700 000 € sur la totalité de notre groupe. Donc, moi, je pars du principe que ces 700 000 €, moi, je préfère qu'ils soient utilisés. Mes sociétés ne perdent pas d'argent, hein. Je préfère que ces 700 000 € soient utilisés pour soigner les gens. Voilà. Donc, rejet de CO2 avec l'activité HPNP, donc on était à 25 tonnes donc en 2015. De mémoire, quand on a commencé en 2011, on frôlait on devait être aux alentours des 38 tonnes, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on arrive à 15 tonnes de CO2 là, en 2019. Alors, moi, je travaille sur trois projets aussi. Je pense qu'il va falloir qu'on soit un petit peu novateur, surtout dans la période cette après Covid-19, parce qu'il va falloir que tout le monde fasse des économies, et notamment les SAMU. Je pense qu'il serait bien aussi qu'on envisage des économies aussi, et de sortir les SMUR uniquement pour les transports qui nécessite vraiment la présence d'un médecin. Donc, nous, on est en train de mettre en place donc, du paramédicalisé et de créer des protocoles pour travailler donc, justement avec les SAMU. On s'est aperçu, ça fait de longues années qu'on fait des appels centre 15, hein, qu'on répond au SAMU, et on s'est aperçu qu'un bon nombre de douleurs thoraciques ne nécessitent pas forcément la présence d'un médecin sur site. Si on a la possibilité d'avoir un véhicule qui est connecté et du matériel connecté, bien entendu, je pense que on pourrait avoir un médecin qui soit au niveau du SAMU et qui puisse gérer plusieurs cas en même temps. Les médecins sont une denrée rare, hein, enfin une denrée rare, et d'une profession de plus en plus rare avec les départs en retraite et autres. Donc, je pense qu'il faut qu'on avance sur cette chose-là. Voilà.
Et justement, sur les transports paramédicalisés, nous, on vient d'avoir un reportage qui paraît sur Actu Soin, justement, sur le paramédicalisé, qui est plutôt intéressant. Alors aussi, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir un véhicule aussi intermédiaire entre le VSL et puis l'ambulance. Alors moi, je suis parti d'un constat très simple, c'est que je pense que 60 à 80% des personnes qui sont transportées aujourd'hui en ambulance le sont uniquement pour un problème de mobilité et non pas pour une obligation de rester complètement allongé. Donc, je pense que la mise en place d'un véhicule donc intermédiaire pourrait réduire forcément les coûts au niveau soit des centres hospitaliers, des cliniques, des centres de soins et de la sécurité sociale, et pourrait réduire aussi également fortement les rejets de CO2. Hein. N'oublions pas qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans les 180 grammes de rejet de CO2 au kilomètre pour une ambulance. Et la solution que moi je propose, on gagne 50 grammes par kilomètre. Voilà, donc dans ces véhicules-là, le but c'est de pouvoir mettre un fauteuil roulant pour pouvoir accueillir donc comment dirais-je, cette patientèle qui, en définitive, est en ambulance uniquement parce qu'elle ne peut pas marcher. N'oublions pas que, notamment dans les hôpitaux parisiens, puisqu'on travaille principalement avec la banlieue et Paris, vous avez souvent des longueurs de 500, 700 mètres avant d'arriver au lieu de consultation. Avant, il faut passer, bien entendu, aux caisses et autre chose. Donc, les personnes voilà, qui ont des problèmes pour se mouvoir, inévitablement, ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, sont en ambulance. Voilà. Et donc, l'avantage de ce véhicule-là, c'est qu'il y aurait de l'oxygène dedans parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont comment dirais-je, sous oxygène et qui passent inévitablement en ambulance. Donc, pour moi, ce sont des coûts qui ne sont pas justifiés. Alors, mise en place, alors on travaille beaucoup, comment dirais-je, avec l'ARS à ce niveau-là. Mise en place donc d'un véhicule mobile de téléconsultation. Alors ça, c'est, comment dirais-je, on travaille avec le réseau Jussieu France et il y en a un qui a été mis en place en France dans un département et donc nous, on voudrait le mettre en Île-de-France. Le but, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir du matériel connecté et d'éviter d'emmener la personne âgée ou la personne qui est en EHPAD systématiquement dans les centres d'urgence où elle va rester 12, 24, 36 heures sur un brancard, voire plus. Avec du matériel connecté, ça nous permet que le médecin puisse avoir les constantes de la personne et éventuellement programmer une hospitalisation ou d'autres examens. Mais après, comment dirais-je, pas dans l'urgence, pour surtout éviter voilà, les attentes dans les centres hospitaliers, les trajets qui sont faits aller-retour pour rien, parce que bien souvent la personne est consultée et après retourne au domicile ou dans son EHPAD. Donc ce genre de véhicule-là a toute son utilité. Donc c'est le genre de véhicule donc caisse carrée avec bien entendu à l'intérieur tout le matériel nécessaire. Hein. C'est avoir un scope qui soit connecté, le stéthoscope qui soit connecté, qu'on puisse avoir, que le médecin du SAMU puisse avoir toutes les constantes qui sont également dotées de plusieurs pouces-seringues et autres. Donc voilà. Et le but, c'est de mettre soit une IDE dedans ou une IAD, donc une infirmière anesthésiste. Monsieur Pourret, merci de cette présentation. Avant de passer au jeu des questions-réponses avec les participants, je vous fais une très courte conclusion provisoire, si tant est que ce soit possible. À chaque fois que je discute avec vous et que je vous vois sur Sarcelles et que je vois ces chiffres, je me dis, mais c'est extraordinaire que les entreprises comme celle-là en France, qui sont des fournisseurs, des sous-traitants, se disent je vais mettre en œuvre une organisation et je vais être heureux de générer des économies à l'assurance maladie. 700 000 euros, c'est absolument incroyable. Moi, je vais écrire pour qu'on vous donne la Légion d'honneur à vous-même. Je sais que ça va vous mettre très mal à l'aise, mais franchement, ça c'est une petite boutade, mais parce que je sais que vous n'attendez pas ça. Mais franchement, bravo, c'est exceptionnel. Si toutes les organisations françaises étaient dans cette dynamique, je pense qu'on ne serait pas dans la situation économique dans laquelle on est dans la santé. La conclusion provisoire, c'est quoi? C'est qu'une telle dynamique, elle est vraiment au cœur de la RSE, c'est-à-dire
augmentation du lien social, réduction des émissions de CO2, amélioration de la rentabilité, c'est-à-dire durabilité, économie importante, réduction de l'accidentologie, moins de véhicules sur la route. Donc, bravo pour cette initiative. Je suis très heureux de la faire partager à la CAP et à ses adhérents parce que si ça peut faire naître demain des vocations pour mettre en œuvre le même genre d'organisation, eh bien, ça serait formidable. Ça serait le 5e pilier du développement durable, c'est-à-dire l'impact sociétal que nous avons ensemble en montrant des actions exemplaires. Donc, à ce titre, encore bravo et merci. Isabelle, on vous rend la main si vous voulez organiser le débat, la discussion avec les participants. On est tous les deux à votre disposition. J'espère que le son va être meilleur. Du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, mieux? Pas vraiment. Bon, alors j'ai pas de chance ou j'ai pas la bonne sortie. En tout cas, Monsieur Pourret, merci. Olivier, merci. Donc, moi, ce que je retiens, Monsieur Pourret, effectivement, comme l'a dit Olivier, c'est toute cette dynamique positive de votre part. Et moi, la question, j'ai envoyé par texto à Olivier, mais la question qui me vient, c'est quid des fédérations, quid des lobbies, et derrière, vous générez énormément justement d'économies, vous mettez en place des solutions qui sont pour moi exemplaires, et franchement, je pense qu'il va falloir qu'on se revoie, si Olivier est OK, pour qu'on puisse peut-être dupliquer modéliser ça, et puis que vous puissiez aussi prêcher la bonne parole au niveau des adhérents CAP, parce que là, on est complètement en phase avec ce que vous faites. Est-ce que vous êtes suivi par la fédération? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un aura particulier au niveau de vos parties prenantes? Alors, au niveau des fédérations, absolument pas, hein, puisque les fédérations d'ambulanciers, c'est, comment dirais-je, je n'ai pas trop de mots pour les qualifier, mais on pense à l'instant présent aujourd'hui et on ne pense pas à court, moyen ou long terme. On n'essaye pas du tout d'innover et on n'essaye surtout pas de créer du partenariat avec les centres hospitaliers ou les centres de soins. Voilà. Donc, je me sens. Il est vrai que si j'avais pas Monsieur Thomas, c'est vrai que je me sens un petit peu seul. C'est vrai. Isabelle, pour répondre doublement à votre question, parce que derrière le mot fédération, il y a bien sûr les fédérations professionnelles. Je ne l'aurais pas dit, mais c'est quand même un gros panier de crabes. Et il y a aussi les fédérations hospitalières, qu'elles soient FEAP, FHP, FHF ou celles du médico-social, SINERPA et autres. Très clairement, ça fait 10 ans qu'on essaie de leur parler de ces sujets. On n'a pas d'interlocuteur. Donc non, économiser du CO2, sauver la planète, mettre du sens dans l'action politique, avoir une vision à long terme, ce n'est pas l'objet des fédérations en France aujourd'hui. Ça va changer, je pense. C'est marrant parce que je les ai sollicités hier. Je pense que si les fédérations hospitalières n'ont pas la conscience, ils n'ont pas pris la conscience et la mesure des enjeux sanitaires et environnementaux dans les 55 jours qu'on vient de passer, eh bien, je pense qu'ils ne le comprendront jamais. On peut peut-être espérer que dans les mois qui viennent, il y ait un changement d'attitude sur ce sujet, surtout qu'il y a quand même des obligations réglementaires pour les établissements qui dépendent de ces fédérations, qui vont être très, très coûteuses, directement et indirectement, si on ne met pas en œuvre tout ça. Demain, la taxe carbone va s'appliquer à partir de 2021. Les établissements qui n'apporteront pas les éléments de preuve de la réduction de 20% de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes vont la payer plein pot. Et on ne pourra pas dire, mon Dieu, on ne le savait pas, ça fait 10 ans, très exactement, depuis septembre 2009, que tout ceci est déjà dans la réglementation. Une dernière question, et après on va partir. Il y a eu une loi il y a 1 an et demi, 2 ans là, sur les transports inter-établissements. Donc, qu'est-ce que ça a donné en fait? Qu'est-ce que ça a créé au niveau de votre activité justement? Donc, c'est au 1er octobre 2018, il y a l'article 80 donc, qui est entré en phase. Ça a créé un grand chamboulement puisqu'on a vu sur la région, sur Paris, des grèves ambulanciers. Mais c'est pareil, donc on a vu les ambulanciers qui, 2 jours après la mise en place de cet article-là, faire grève, alors que ça faisait 18 mois qu'on en parlait. Donc, on n'est absolument pas dans une profession qui regarde au moins à court terme. Et puis, le problème de l'article 80, c'est que ça réduit beaucoup le travail des ambulanciers. C'est-à-dire que les ambulanciers, notamment sur Paris, on va prendre en exemple sur Paris, qui faisaient énormément de transferts
parce qu'ils connaissaient une infirmière, parce qu'ils avaient un pote voilà, dans un service X ou Y, ne peuvent plus travailler comme ça maintenant. C'est obligé de passer par les prestataires en ligne 1, 2, 3 ou 4 qui ont répondu aux appels d'offres. Ils sont obligés de passer par eux, puisque maintenant ces transferts-là sont rentrés dans les appels d'offres. Donc, ça a eu pour conséquence directe de diminuer l'activité de toutes ces petites structures que, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont souvent des petites structures parasites parce qu'ils mettent des équipages dans les services à droite, à gauche pour choper les transports qui, normalement, sont pour les personnes qui ont répondu à des appels d'offres. Voilà. Je pense que pour les sociétés saines et les sociétés qui sont structurées, qui ont répondu à des appels d'offres et autres, je pense que c'est sain. L'article 80 est sain et on commence à nettoyer un petit peu la profession de ce fait-là. Monsieur Fasson, vous êtes dans le 93, hein, donc région Île-de-France. Comment vous vivez ça, justement, cette partie transport, logistique, responsable logistique, hein, monsieur Métil, comment vous vivez ça au niveau de votre établissement de santé? Nous, il a fallu, comment dirais-je, travailler beaucoup avec la régulation parce que ça veut dire que depuis cet article 80-là, on a énormément de transports donc, qui se sont greffés que l'on n'avait pas avant. Et il a fallu aussi travailler sur un point, c'est d'élargir un petit peu la journée de travail dans le transport sanitaire parce que dans le médical, on a coutume de demander un transport à 10 heures et il faut être là impérativement à 11 heures. Et si vous voulez, surtout sur Paris, la tranche de travail sur Paris et en banlieue, hein, c'est souvent 10 heures, 16 heures, voire 17 heures maximum. Donc, il a fallu, comment dirais-je, inciter les services, mais ça, c'est un long travail où il faut aller voir les cadres infirmiers pour leur expliquer que les transferts qui partent de Paris ou de banlieue où on a besoin de franchir le périphérique doivent être faits, bien entendu, avant les heures de plein boom. Donc ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de discussions dans les services. Il faut faire prendre conscience aux gens qu'on peut très bien passer pour un simple transfert qui dure en temps normal 1 heure. Si on part à la mauvaise heure, il peut durer 2 heures, 2 heures et demie. Et surtout faire comprendre aux cadres que ce n'est pas dans l'avantage du patient de passer 2 heures et demie sur un brancard dans une circulation un petit peu chaotique. Donc ça, c'est un très gros travail. Et moi, je vois que je travaille énormément avec l'hôpital Cochin à Paris et pas mal de services m'ont compris. Et monsieur Fasson, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? Moi, je pense que le transport partagé, il va falloir qu'il s'étende, mais qu'il s'étende également au transport en ambulance. Bien sûr. Je vais juste vous raconter une anecdote quand même. Le transport partagé en ambulance, ça existe depuis 1999 dans la norme européenne. La norme européenne 1789 fixe le transport partagé avec des véhicules qu'on appelle les ambulances A2 depuis 1999. La France a appliqué la norme européenne en 2009 et en 2009, je rejoins ce que disait M. Pourret tout à l'heure, hein, les fédérations ambulancières ont fait en sorte que la norme européenne ne s'applique pas en France. Donc, l'ambulance partagée A2 n'existe pas. Je vais prendre l'exemple du National Health Service en Grande-Bretagne. Depuis des années, ils font les transports de dialysés en ambulance partagée avec des véhicules qui sont très évolutifs. Ils permettent, par exemple, à l'aller d'emmener 4 patients assis, au retour d'emmener 2 patients couchés, si le retour doit être fait coucher. Donc, une forme d'adaptabilité. En plus, ce qui est un petit peu dommage, et je rejoins ce que disait M. Pourret tout à l'heure, c'est qu'on a vu se développer le TPMR, donc le transport de personnes à mobilité réduite par des véhicules financés par le Conseil général, uniquement parce qu'on n'avait pas de réponse ambulancière. Donc, je pense que la réponse ASL, elle est là et elle se met en place. Et je pense qu'il va falloir qu'on passe à l'étape d'après, notamment liée au vieillissement de la population, pour pouvoir se dire comment on va pouvoir transporter demain plusieurs personnes en ambulance, éventuellement avec de l'appareillage, de l'oxygène et autres, pour pouvoir compenser les enjeux du vieillissement de la population. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on appréhende certainement différemment l'approche de nos professionnels de santé pour qu'on ait beaucoup plus de polyvalence
C'est-à-dire que là, on est beaucoup trop dans l'approche de former un professionnel de santé à utiliser un vecteur et plus qu'utiliser la prise en charge d'un patient dans un contexte. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus une approche d'adapter au maximum pour pouvoir, comme le dit M. Pourret, réduire les coûts, de se dire le meilleur vecteur au meilleur moment pour la meilleure personne. C'est un peu ce qui nous aura appris aussi le confinement. Oui, tout à fait. Je vais intervenir. Madame Lang. En fin de compte, concernant en réalité la mobilité des personnes âgées, et notamment des établissements, des EHPAD, en réalité, ce que vous dites, c'est totalement vrai. En réalité, moi, je commande souvent, du moins mes infirmières commandent des ambulances pour des personnes qui, en soi, pourraient être assis. Mais entre le fauteuil, la bouteille d'oxygène, tout ce qu'on doit emmener, en réalité, la société d'ambulance nous dit non, il faut un VSL et donc le résident est couché alors qu'il me dit mais non, mais moi je veux, non, il ne peut pas rester assis. Donc c'est vrai que la formule avec l'entrée directement du fauteuil ferait qu'en réalité ça ferait un trouble de moins pour mes résidents. Ça c'est voilà, le bénéfice en fin de compte il est là à 200%, quoi. Et puis le bénéfice, j'aurais tendance à dire qu'il est immédiat parce que la patiente, inévitablement, peut avoir une relation avec le chauffeur, peut parler et elle n'est pas allongée. C'est ça, psychologiquement. Voilà. Elle est allongée derrière et pour certains résidents, c'est compliqué le transport couché. Psychologiquement, ils ne comprennent pas. Ils vont en consultation, ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne sont pas, entre guillemets, ils ne sont pas malades pour eux. Et l'ambulance, pour eux, c'est quand on est malade. Il dit, mais pourquoi vous n'appelez pas un taxi? Le taxi ne va pas vous prendre. C'est trop compliqué. Donc, là, c'est vrai que le modèle que vous avez montré, où on rentre le fauteuil à l'arrière et où l'interaction se fait avec le chauffeur, franchement, c'est idéal, quoi. Oui, c'est ça. Qui veut prendre la parole? Je vois un T. Christophe, je me permets, hein, je ne vois pas le monsieur Brandel. C'est votre nom, je vous appelle à Singet. Non, j'ai pris en cours. Monsieur Pourret, juste dans le cadre de votre démarche qualité, comment vous avez organisé l'évaluation de la satisfaction des personnes qui sont prises en charge dans le cadre des transports? Alors, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est basé, nous, sur des, comment dirais-je, on a des questionnaires de satisfaction qui sont pour le personnel soignant et des questionnaires de satisfaction pour les patients. Ce qui nous importe, c'est respecter l'horaire de prise en charge, mais surtout l'horaire de rendez-vous de la consultation ou de l'examen. Notre politique, c'est si la personne doit attendre après sa consultation ou son examen une demi-heure, je ne le prenais pas mal, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Par contre, un patient qui arrive une demi-heure après son heure de rendez-vous pour une IRM ou autre, ou pour voir un professeur pour lequel ça fait 6 mois qu'il a pris un rendez-vous, ça, ce n'est pas entendable. Donc, nous, notre questionnaire, donc on a un questionnaire tout bête, hein, c'est est-ce que l'ambulancier est arrivé à l'heure de prise en charge? Est-ce que vous êtes arrivé à l'heure à votre rendez-vous? Est-ce que l'ambulancier a été courtois avec vous et poli? Et la dernière chose, est-ce que le véhicule était adapté et propre? D'accord. Et puis pour le questionnaire, comment dirais-je, personnel soignant est quasiment le même, sauf qu'on intègre dedans, est-ce que le patient, est-ce que l'ambulancier a pris en charge correctement le dossier patient? D'accord.
Et un élément de plus, parce qu'il est trop modeste pour vous le dire, la société DTSU est une des seules en France, à ma connaissance, qui ait fait des mesures de composés organiques volatiles et de qualité d'air intérieur dans l'habitacle de tous ses véhicules, puisqu'on le fait dans le cadre également de l'accompagnement de l'établissement de santé qui le fait chaque année. Donc le sujet de la qualité de l'air intérieur, à mon sens, c'était un des sujets majeurs pour la décennie qui arrive. Des études récemment ont montré que le coût pour l'assurance maladie était de plus de 15 milliards d'euros par an, vous avez bien entendu, sur les impacts liés aux composés organiques volatiles de la qualité de l'air intérieur et extérieur sur la santé humaine. Dans 100% des véhicules de M. Pourret, le personnel a été formé, sensibilisé et chaque année, on fait des mesures de ces composés organiques volatiles. C'est important parce que cet établissement de santé a une stratégie de ce type. Eh bien, l'idée, c'est de cautionner, de signer des partenariats avec des sous-traitants et des fournisseurs qui soient dans la même dynamique pour ne pas envoyer un patient dans une ambulance qui aurait, parce que c'est ce qu'on a mesuré par ailleurs, des taux qui peuvent être à 10 fois au-delà des valeurs limites d'exposition à la santé humaine. Aujourd'hui, dans ces véhicules, ils ont les éco-gestes nécessaires pour garantir cette sécurité à leurs collaborateurs et à leurs patients. Alors justement, dans ce cadre-là, quel type de feedback vous donnez à vos établissements de santé partenaires sur les économies réalisées, sur la plus-value environnementale que vous avez apportée dans les transports qu'ils vous ont demandé, etc. Est-ce que vous avez des modalités de communication? Comment ça se passe? Alors, en général, on fait une réunion annuelle et on amène un rapport d'activité sur le centre de soins. D'accord. Dans cet établissement, on a signé une charte de partenariat avec l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants entre l'établissement et les fournisseurs et les sous-traitants. Charte de partenariat en 10 points qui engage les établissements. C'est un petit peu la même dynamique que l'indice vert à l'échelle de la CAP, qui engage les fournisseurs à respecter les objectifs environnementaux, de santé environnementale et de développement durable de l'établissement qui est demandeur. Une phrase est importante en début de cette charte, c'est que les fournisseurs qui ne la respecteraient pas ne continueraient pas leur partenariat avec l'établissement. Donc en fait, au début, c'est pour ça que je vous disais en introduction que la première réunion que j'avais eue en Provence, ça avait failli finir aux mains. Quand vous dites à des ambulanciers, si vous ne respectez pas le fait que vos véhicules soient non fumeurs, ça peut paraître implicite, mais c'est loin d'être le cas, en présence ou non des patients, vous avez des ambulances dans lesquelles les mecs fument. J'ai même des photos. Vous avez, c'est connu. Donc, envoyer aujourd'hui une femme enceinte ou une personne âgée dans une ambulance dans laquelle un type a fumé, enfin, c'est surréaliste. Vous avez de ce fait des partenariats obligatoires, ça a valeur contractuelle, qui fait que chaque année, on organise une réunion avec l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants, où eh bien, des interlocuteurs comme Bruno Pourret viennent rendre compte à la direction de l'établissement et aux autres parties prenantes, c'est-à-dire devant les autres fournisseurs, des dynamiques RSE dans lesquelles ils s'engagent. Ça, c'est un point clé dans une démarche RSE. C'est un petit peu, Isabelle, ce que l'on fait quand on fait les réunions CAP ou quand on fait les 10 ans en décembre 2020. C'est-à-dire de montrer aux parties prenantes son engagement, ça a valeur d'exemplarité, mais ça a aussi valeur à montrer à ceux qui ne s'engagent pas qu'ils ont intérêt à s'engager parce que sinon, ils risquent d'avoir des problèmes dans la collaboration et dans le partenariat. On va dire aussi, c'est convaincre, par exemple, sans contraindre aussi. C'est la politique CAP aussi, c'est de convaincre les fournisseurs avec lesquels nous travaillons de s'inscrire dans cette démarche. D'où la leader que vous avez créée, les 8 ans, d'où la TDD aussi qu'on fait avec les fournisseurs pour les faire progresser dans la démarche. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur un retour d'expérience ou sur une question à M. Pourret, M. Thomas? Non, tout va bien, c'est clair. Moi, j'ai une petite question pour les participants d'établissements de santé. Est-ce que vous avez mis en place des cahiers des charges type dans ce cadre de prestation? Est-ce que ça intègre la qualité environnementale? Je vais répondre. Donc, Olivier, est-ce que ça existe? Si oui, comment? Oui, ça existe. J'ai envie de dire que 100% des établissements qui sont engagés dans une démarche RSE ou THQSE avec lesquels on bosse, 100% ont ce genre de partenariat dans leur politique d'achat. C'est une obligation, non pas réglementaire, mais c'est une obligation dans une stratégie RSE. Encore une fois,
Une stratégie RSE, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est de décliner les réglementations et les objectifs du Grenelle notamment et de l'accord de Paris dans une organisation. Le plus difficile dans une organisation, le plus dur, c'est ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire d'embarquer ses fournisseurs, ses sous-traitants dans le cadre de sa politique d'achat, dans sa propre stratégie. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, le résultat est complètement nul. Je peux vous donner plein d'exemples. Si vous mettez en place une stratégie d'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans une organisation, comme on l'a évoqué avant, eh bien, si votre plombier, pour faire court, ou celui qui répare la cuisine vient et balance des biocides et des produits chimiques dans tous les sens, sans aucune mesure de précaution et sans aucune utilité, c'est comme quand je vois qu'aujourd'hui, dans les écoles de Béziers, on balance des biocides au sol dans toutes les écoles, ça n'a aucune utilité, ça ne fait que polluer. Eh bien, si les partenaires et les sous-traitants ne s'engagent pas dans ces dynamiques-là, la démarche de l'établissement est complètement annihilée. Donc, l'étape de conviction à l'intérieur d'une organisation est complexe, hein, c'est les premières étapes d'une démarche, mais ensuite, c'est ça l'impact sociétal du développement durable, c'est d'embarquer l'ensemble de ces parties prenantes dans cette aventure. Donc, oui, pour ce qui est des établissements qui sont engagés en voie de labellisation, ils sont dans cette dynamique-là. Ouais. En tout cas, moi, je voulais juste dire que, mis à part le centre hospitalier avec lequel, voilà, l'hôpital privé nord-parisien à Sarcelles, en Île-de-France et je peux vous assurer sur Paris, je passe un petit peu pour un extraterrestre quand en fin d'année, je présente, voilà, je présente mon rapport. J'ai l'impression que souvent, il finit dans un tiroir pour ne pas aller directement dans le, comment dirais-je, dans le destructeur de papier. Mais voilà, à mon sens, il y a trop peu d'établissements qui sont engagés là-dedans. Et je pense que l'ARS ou la Haute Autorité de Santé ou n'importe quoi devrait faire le forcing pour justement que ça se développe beaucoup plus. Voilà. Non, d'accord. J'en discutera, Olivier. Ok. Olivier, vous voulez conclure s'il n'y a pas d'autres questions? Je répète tout simplement ma conclusion provisoire de tout à l'heure, c'est que franchement, des projets qui permettent de créer du lien social, de générer des économies de pollution, des économies financières qui génèrent une meilleure rentabilité pour une entreprise et une meilleure rentabilité pour l'État, franchement, on est au cœur de la politique de santé sur du long terme. Donc, des acteurs comme ceux-là, je pense qu'il faut les mettre en lumière en permanence et mutualiser ces bonnes pratiques. C'est ce qu'on fait ensemble. C'est absolument formidable. Et l'avantage de la démarche THQSE, c'est qu'il y a un site internet qui est en ligne qui met en réseau tous ces établissements dès lors qu'ils sont dans la démarche labellisée, qui fait qu'on a accès à toutes ces bonnes pratiques et cette exemplarité-là. Voilà, donc encore une fois, bravo de cet engagement. Nous, on peut se faire le relais aussi. Hein, donc, on connaît bien l'établissement que vous avez cité tout à l'heure. On peut faire le relais aussi de ce que vous mettez en place au niveau de nos supports de communication, parce que vraiment, moi, là, je rejoins Olivier à 100%. C'est que, alors, cette démarche que vous avez mise en place, elle est longue, forcément. Il faut convaincre les parties prenantes, mais je pense que c'est un vecteur absolument positif. Maintenant, on en discutera cet après-midi, Olivier, parce qu'on a une réunion tous les deux. Je pense que je vois que les établissements ne s'interpellent pas entre eux, là, etc. Parce que je pense qu'on a besoin peut-être de vous apporter des outils, une boîte à outils, en fait, pour mettre ça en place. Des fiches peut-être, on va dire, parce que oui, il faut embarquer, mais derrière, c'est un peu comment on fait. Vous l'avez fait, M. Courret, et je pense que les établissements aujourd'hui aimeraient faire, mais il y a une méthodologie. Alors, ça, Olivier, je sais que c'est par cœur la méthodologie, mais je pense qu'on pourrait faire d'autres ACDD pour dire, voilà, sur ce thème-là, la deuxième étape, c'est première étape de la méthodo, et puis mettre en place tout ça pour aider les établissements de santé. Voilà. Donc, ça, c'était, on va dire, mon vœu, ça sera mon vœu. Voilà. On se quitte. Ok, très bien. Alors, bonne journée à tous. Alors. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Investissement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.